La conférence des présidents s'est réunie mercredi 16 mars 2022 autour de son président Bosso pour échanger. Et c'est conformément à l'article 60 du règlement intérieur qui régit le fonctionnement et l'organisation de l'Assemblée nationale. Je vous avoue que les échanges ont été constructifs. La première question qui a été évoquée, c'était le caractère responsable de l'attitude que doit afficher le représentant du peuple. Et aussi, il s'est révélé l'urgence d'examiner en priorité certaines lois, entre autres les réformes électorales, pour doter la CENI d'un outil de travail qui va lui amener d'organiser les élections libres, transparentes et inclusives. L'Assemblée plénière va ratifier en priorité certaines mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la loi, en application de la loi d'habilitation. La conférence des présidents a jugé opportun la modification du règlement intérieur pour plus de précision dans certaines dispositions. Et cela vise spécialement les organes qui composent l'Assemblée nationale et aussi le régime disciplinaire. Il a été décidé à l'unanimité qu'un contrôle sévère devait se faire pour décourager l'absentéisme et l'application stricte du règlement intérieur. Enfin, l'examen du projet de calendrier des travaux de la session de mars 2022. Les échanges ont été aussi constructifs et dans une belle ambiance. Quand on dit le calendrier des travaux de la session de mars, il s'agit bel et bien des matières devant faire l'objet de nos débats en plénière. Ce projet de calendrier des travaux a été adopté par la conférence des présidents moyennant amendement. Je vous remercie. Une forte délégation de l'Union européenne, en fait l'Union européenne et ses États membres, la Belgique, la Suède, l'Espagne, enfin les différents États membres qui m'accompagnaient, c'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du dialogue politique que nous entretenons régulièrement avec les autorités nationales, avec le gouvernement, avec les institutions parlementaires, avec la société civile. Et la réunion d'aujourd'hui s'inscrivait dans ce cadre, particulièrement dans le cadre de l'ouverture de la session parlementaire. Le président Mbosso d'ailleurs remarquait que nous étions venus nombreux assister à l'ouverture de la session mardi. Et pour nous, c'était l'opportunité d'aborder ensemble différents sujets d'intérêt commun qui existent dans le cadre de ce dialogue politique. On a vraiment abordé beaucoup de sujets qui nous intéressent, qui intéressent le Congo, qui nous intéressent ensemble. On a parlé de la lutte contre les trafics illicites, de la lutte contre la corruption, des différents projets de loi qui existent en la matière. On a évoqué avec le président les sujets liés au changement climatique, liés à l'importance aussi du genre. On a bien sûr, le président nous a présenté le calendrier de la loi électorale. Nous lui avons présenté le soutien que l'Union européenne allait apporter au processus électoral suite à la requête du président de la République. Voilà, donc nous avons échangé, je dirais, de façon très variée sur ces différents sujets d'intérêt commun pour nous et pour la République démocratique du Congo. Alors, autour de cet échange, nous, on n'attend rien de particulier. On veut co-construire ensemble, on veut apporter des solutions qui existent chez nous, prendre en compte ce qui va se faire au Congo et puis travailler ensemble pour améliorer ensemble les choses. Un tout dernier point que je n'ai pas cité qui me semble très important et dont nous a parlé le président, c'est bien sûr la situation dans l'est de la RDC, la situation dans les provinces qui sont actuellement sous état de siège. Nous avons aussi échangé là-dessus et nous avons aussi entendu les demandes du président par rapport au soutien que doit apporter l'Union européenne au gouvernement de la République démocratique du Congo avec d'autres partenaires pour essayer de ramener la paix dans l'est du Congo. Une délégation américaine composée du sous-secrétaire du département du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier conduite par l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde. Au sortir de cet échange, Brian Nelson, sous-secrétaire du département du Trésor américain chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier, a fait savoir à la presse que cet entretien a porté sur les efforts de lutte contre la corruption, la lutte contre le financement du terrorisme ainsi que sur l'amélioration du renseignement financier au pays.
L'homme d'État américain pense que le vote de la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et sur la lutte contre le financement du terrorisme en gestation au Parlement serait un bon départ pour mettre fin à ce mal qui gangrène l'économie congolaise. Voilà, nous sommes venus ici pour nous entretenir avec Monsieur le Premier ministre, vous parler de notre partenariat, essentiellement en ce qui concerne la lutte contre la corruption, ici en RDC, mais également dans la région. Voilà, essentiellement, nous avons parlé de notre lutte contre le terrorisme, mais également de lutte contre le blanchiment des capitaux. Essentiellement, lutter comment est-ce qu'il faut lutter contre, en fait, améliorer les renseignements financiers en RDC. Voilà, je pense qu'un bon départ sera, c'est la loi qui est présentement au niveau du Parlement, la loi sur la lutte contre les blanchiments des capitaux et également la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Si elle est votée par le Parlement, ce sera un bon départ parce que ça aura mis les cadres juridiques nécessaires pour cette lutte. Voilà, je pense que c'était un dialogue entre la partie congolaise et nous qui sommes venus des États-Unis d'Amérique et je crois que c'est un partenariat qu'il a bien soutenu et je crois que c'est dans le bon chemin. Ce avant de se réjouir du cadre convivial dans lequel l'échange a eu lieu. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé à la primature la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques. Les ministres sectoriels, membres du CSCE, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo ont pris part à cette séance de travail consacrée à l'examen de la situation économique du monde en général et celle du pays en particulier. 3 dossiers ont été examinés au cours de cette réunion, à savoir la note de conjoncture économique, l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise, ainsi que l'exécution du programme de développement à la base de 145 territoires. Au sujet de la guerre en Ukraine, le CCE a constaté une pression sur le prix des biens sur le marché en République démocratique du Congo, a renseigné Christian Mwando Simba, ministre d'État, ministre du Plan, dans son compte-rendu de la réunion fait devant la presse. Il a précisé que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a donné des instructions claires aux ministres sectoriels sur cette question. Concernant l'exécution du programme de développement à la base de 145 territoires, les membres du CCE ont révélé que les premiers décaissements sont déjà faits et que les travaux pourront enfin commencer sur terrain. Au courant de cette réunion, nous avons discuté de la question de l'impact de la guerre de la Russie et l'Ukraine sur l'économie internationale et particulièrement sur l'économie au niveau de la République démocratique du Congo. Il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs, notamment les produits alimentaires, les produits de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur le carburant. Et donc le Premier ministre a instruit les membres du comité de conjoncture et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme impact dans leur secteur respectif. Parce que nous craignons que ces impacts ne puissent nous faire accélérer fortement le prix et jouer sur le pouvoir d'achat de la population. Le comité de conjoncture va réfléchir également sur les mesures d'atténuation. Nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme de 145 territoires. Nous sommes, Madame la ministre des Finances nous a informé que la phase de paiement est à son terme, donc les premiers décaissements ont eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Christian Mwando Simba a enfin fait remarquer que les tous unis comme un seul homme, Quinoises et Quinois étaient impatients de revoir le premier de Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue le matin du jeudi 17 mars 2022 que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur les tarmacs de l'aéroport international de Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays, plein de vitalité.
À sa descente d'avion, le chef de l'État est salué par les présidents de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa et son directeur de cabinet, ainsi que plusieurs autres autorités. À l'intérieur du pavillon présidentiel, le membre du gouvernement s'était arrangé pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport de Njili, les militantes et militants ont manifesté leur joie. Aussitôt arrivé, en bon père des familles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le chef de l'État a passé plus de 9 jours en séjour en Bruxelles. C'est dans l'objectif de redorer l'image de la police nationale congolaise telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et son vice-ministre Jean-Claude Molipe Mandongo ont réquisitionné à l'esplanade de l'immeuble de la territoriale plusieurs véhicules frigonettes de la police de proximité. Une réquisition révolutionnaire dans l'histoire de la police nationale congolaise. Ces véhicules sont bien équipés avec siège pour l'OPJ, un ordinateur, un amigo et siège pour les détenus, facilitant ainsi les mouvements de la police en toute sécurité. Ici, les thèmes Asselo et Molipe de l'intérieur et sécurité contemplent la beauté de ces bijoux. Bon, c'est d'abord sous le contrôle de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, que je prends la parole, justement pour dire aux Congolais que c'est la volonté du chef, c'est la volonté du gouvernement de la République. Dans son pilier numéro 1, il est demandé que nous puissions restaurer l'autorité de l'État. Nous devons pacifier le pays, nous devons sécuriser le pays. C'est ainsi que la volonté est exprimée aujourd'hui par cette logistique qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire que la police de la proximité qui fait que la population puisse se sentir vraiment sécurisée, que la police aujourd'hui joue pleinement son rôle de protéger la population, les personnes avec leurs biens. C'est pourquoi la justice, c'est ce qui tient même tout un pays. Pour que celui qui est lésé puisse se sentir restauré dans ses droits. S'il a un problème, il sait où se présenter. Aujourd'hui, la police est en train de s'avancer vers cette logique-là, devenir un instrument à la disposition de l'État congolais, à la disposition de la population, pour que la justice soit rétablie. Et pour que la personne qui est lésée soit rétablie dans ses droits, il faut une police de proximité. Une police, ce n'est pas une police qui fait l'office d'une gendarmerie où les gens doivent avoir peur. Il faut que la police s'intègre même dans la population. Et la population se sente vraiment être sécurisée par des personnes qui sont bien outillées. Et cet instrument que nous voyons aujourd'hui, il est vraiment équipé. C'est vraiment quelque chose de moderne. Nous sentons que c'est devenu mobile. On peut se déplacer avec un véhicule, avec tous les matériels dedans. Et aujourd'hui, je pense que petit à petit, nous sommes en train de redorer l'image de ce Congo fort. Ces nouveaux véhicules viennent à l'appui logistique de la police nationale congolaise pour que la population se sente considérée selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut redorer l'image de la police nationale congolaise.
La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a effectué une visite surprise le jeudi 17 mars 2022 au parquet de grande instance de Kinshasa-Kalamu pour constater des cas d'irrégularité de détention à la prison centrale de Makala. Elle s'y est rendue sous une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa pour cette première étape avant de se déployer dans d'autres offices accompagnés des magistrats inspecteurs. La patronne de la justice congolaise a installé depuis 3 mois ses équipes au niveau de la prison centrale de Makala pour le suivi des détentions des différentes personnes qui sont dans cet établissement pénitentiaire. Elle a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détentions irrégulières et qu'il y a des personnes qui sont détenues et n'ont aucun document. Le constat est amer puisqu'on a réellement constaté les dysfonctionnements entre les réalités au niveau de la prison de Makala et les réalités dans les registres de magistrats. Effectivement, ça fait 3 mois que j'avais mis mes équipes au niveau de la prison pour regarder les détentions des différentes personnes qui sont retenues là-bas. On a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détention irrégulières et il y a des personnes qui sont condamnées, qui sont là-bas, qui n'ont plus aucun document. C'est comme ça que j'ai commencé en ce jour de parcourir les différents offices pour pouvoir comparer la réalité de la prison et la réalité des offices de parquet. Et qu'un travail profond sera fait. Et j'en ai profité pour les magistrats qui n'ont pas bien tenu leurs registres, qui n'ont rien renseigné dans les registres et qui n'ont pas renseigné la situation des détenus à la prison pour que cela soit sanctionné. Et j'attends la suite de la part du procureur. Rose Mutombo a promis des sanctions à l'endroit des magistrats qui ne respectent pas les lois, règlements et circulaires relatifs à l'organisation judiciaire en RDC, car à ce jour, ils n'ont plus droit à l'erreur, leur situation salariale ayant été améliorée depuis le mois de juillet dernier. Cette visite de la ministre d'État s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de l'administration de la justice, car le dysfonctionnement constaté dans le secteur est à la base à la fois des nombreux cas de détentions irrégulières et de la surpopulation carcérale. Nous voulons vraiment rassurer la population que toutes les doléances que nous avons entendues aujourd'hui vont être très rapidement prises en charge. Ce mois et le mois qui vient ne seraient pas passés sans que les premiers coups de pioche et les premiers engins puissent descendre sur le terrain. De la parole à l'acte, après son entretien avec la délégation des habitants et notables du quartier Zamba Telecom le 11 février dernier sur la situation érosive qui ronge ce coin de la capitale congolaise, le ministre d'État aux infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro Mouvouni, a, sous une pluie battante, le jeudi 22 mars, lancé les travaux de lutte anti-érosif à ce site situé dans la commune de Mongafula. S'adressant à la presse, le ministre d'État, Alexis Guizaro, a appelé la population à faire la sentinelle en vue de la bonne exécution des travaux. Parlant du financement des travaux, Alexis Guizaro a indiqué que le coût... L'équipe complète est là. Nous avons tous travaillé ensemble. Bien sûr, en associant aujourd'hui également la population qui va en quelque sorte être témoin, mais aussi à qui nous demandons en même temps de pouvoir veiller à ce que les choses se fassent correctement. Et donc voilà, nous sommes venus concrétiser la promesse que nous avions faite à la population, que le mois de mars ne passerait pas sans que les travaux puissent démarrer ici à Zamba Telecom. Le coût atteignait à peu près 7 900 000 $. Donc, nous avons fait un montage financier. Aujourd'hui, c'est une charge qui doit être prise par le Trésor public, mais nous avons demandé aux FONER d'abord de financer les ouvrages et puis au niveau des institutions, nous allons voir comment est-ce que cet argent va leur être... Rubens Mikindo, ministre honoraire et habitant du quartier, a exprimé sa reconnaissance auprès de ses warriors du gouvernement Samalou Kondé, car, dit-il, après sa promesse faite dans son cabinet de travail, maintenant les travaux sont lancés. Je préfère les dire aussi d'une manière solennelle à monsieur le ministre d'État.
grand merci, parce que cette population restera reconnaissant par rapport à ce que vous avez fait. Ils nous avaient promis, ils avaient dit mi-mars, nous avons commencé les travaux. Nous sommes les 17 aujourd'hui, ils ont commencé les travaux. Nous pouvons guérir. Précisons que ces travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise CGCD sur une longueur de 1400 mètres et d'une profondeur de 400 mètres pour une durée de 6 mois. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a clôturé les échanges sur la cartographie des centres d'inscription entamés la veille au siège de cette institution. Merci beaucoup pour votre présence et pour la discussion, les bonnes discussions que vous avez eues tout au long de ces 2 jours. Je suis très content de l'initiative qui a été prise d'associer le corps scientifique. En effet, pour ce type de travail, on ne peut pas seulement se baser sur les anecdotes. On doit avoir quand même des observations de personnes qui utilisent une approche rigoureuse et telle que vous-même. J'ai retenu quelques points, notamment la question de disparité entre centres d'instruction et bien entendu le besoin de réduire les distances entre les centres d'inscription pour que la population puisse participer de façon optimale. C'est bien noté. Nous avons aussi pris note de votre observation sur les données statistiques de 1984 qui ne sont pas réutilisables si nous voulons vraiment aboutir à des résultats probants. Et donc, nous prenons note de ça. De son côté, le secrétaire exécutif national Toto Mabikou Toto Kani a témoigné les vifs remerciements de la CENI au corps professoral et scientifique pour leur brillante participation à cet atelier en promettant d'intégrer dans les travaux toutes leurs suggestions. C'était vraiment une expérience louable pour la CENI. Nous croyons que toutes vos observations, critiques et surtout suggestions seront réellement intégrées et nous pouvons vous rassurer que cela sera réellement intégré dans nos travaux afin que cette fois-ci que nous produisions une cartographie qui intègre aussi des éléments pertinents que vous avez fournis ici à cette commission électorale qui a une approche nouvelle. Cette approche que nous avons appelée en anglais le rebranding, donc changement de l'image et de la perception de la CENI. Ainsi, la CENI et les sommités scientifiques se tiennent désormais main dans la main pour une cartographie fiable des centres d'inscription.